3D, style Alone in the Dark. Donc voilà, on va montrer pas mal d'outils, pas mal de bêta du jeu, donc ça va être assez rigolo. Et donc moi j'avais une première question, comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans le survival horror? Oula, alors, là ça va être... C'est bon, déjà ça va rendre dire bonjour tout le monde, merci d'être si matinaux. C'est pas toujours très facile. Donc oui, Alone in the Dark, comme vous voyez sur l'écran, c'était en 1992. Donc il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Les jeux étaient encore en 320-200 avec 256 couleurs. On était loin de la 3D de maintenant et surtout il n'y avait pas de carte 3D. La PlayStation ne sortira que 2 ans plus tard. Et c'était encore une époque où on faisait de la 3D avec des polygones tout faits à la main, etc. en assembleur. Donc en fait, l'idée d'où elle m'est venue, mais en fait c'est tout un parcours. Parce que toujours c'est comme ça généralement que ça marche. La création de manière générale, on n'invente rien, on ne fait qu'amalgamer plein de choses qu'on a dans sa tête. Et il a fallu qu'au début, les premières fois où on m'a posé cette question, que je réfléchisse en disant mais bon, et tout ça mieux. En fait, c'est assez évident à l'arrivée, mais ça se fait tellement naturellement les choses, c'est-à-dire qu'en gros, bon déjà je fais des jeux depuis, j'ai eu mon premier ordinateur en 1981, encore à une autre époque où mon ordinateur avait un petit peu de mémoire, était en monochrome, etc. C'était une autre époque et j'ai... Voilà, donc j'ai fait des jeux et j'ai programmé toute ma vie. Et il se trouve que grâce à ma passion d'informatique, mon père a ouvert un magasin dans les années 80, un magasin de micro-informatique, à l'époque des Spectrum, des Commodore 64, des choses comme ça. Et moi je m'occupais de réparer les ordinateurs des clients. Et la deuxième partie du magasin, c'était aussi un vidéoclub. Et c'est là que c'est assez important, c'est-à-dire qu'en gros, quand je bossais dans le magasin, je faisais des émulateurs Minitel à l'époque. Je ne sais pas si il y en a qui savent encore ce que c'est le Minitel. Mais c'était un peu l'Internet français de avant Internet. Et donc des choses très très sérieuses. Et donc quand je m'ennuyais, je travaillais la nuit souvent, j'allais au magasin prendre des cassettes VHS et je regardais, bien sûr, le rayon fantastique et horreur était le grand temps, forcément quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc voilà, je regardais avec délectation les zombies de Romero, les Amityville, Suspiria, Dario Argento, etc. Enfin tous ces films, beaucoup d'Italiens des années 70-80. Et ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, c'était qu'il y avait beaucoup d'éléments très très ludiques là-dedans. On a passé sa vie à faire des jeux, on passe son temps à voir ça peut être rigolo de faire ça. Donc déjà les zombies étaient quelque chose d'assez rigolo en soi, parce que c'est comme des humains et tout, ça fait déjà un peu peur, c'est marrant, mais on peut les tuer, ils sont déjà morts, donc il n'y a pas de scrupules, donc c'est bon de tuer des zombies, c'est autorisé déjà, donc, et puis c'est rigolo, tuer des zombies, il faut les avoir dans la tête, etc. Donc déjà, le zombie lui-même, celui de Romero, était déjà très très ludique. Et il y avait aussi un autre truc extrêmement important, c'est que la structure même des films d'horreur de ces années-là, elle était en général un peu toujours la même. Et en gros, il y avait une bande de jeunes, tous très très intelligents, qui rentraient dans un environnement assez hostile, rempli de créatures ou de divers obstacles, et qui bien sûr se séparaient toujours un par un, jusqu'à ce qu'ils meurent tous, et il en restait un à la fin qui sortait vivant, et c'est celui qui avait gagné. Et là, je me dis, ah mais voilà, ça c'est déjà une structure de jeu, on rentre dans un environnement, et puis le seul but c'est sortir. Et là en particulier, il y avait un film, et qui a été la base du scénario de Alone, mais bien avant Alone, là je vous parle, qui est Amityville. Et si on regarde l'affiche du film Amityville, où c'était une maison hantée, ou une dedans, bien évidemment, et le sous-titre du film c'était Just Get Out, sortez juste sortir. Et ça, c'était vraiment, ça m'avait interpellé considérablement. Parce que voilà, c'était déjà une idée de jeu. Donc voilà, donc je me disais qu'un jour je ferais bien un jeu avec des zombies dans une maison, mais sans plus que ça. Donc là on était dans les années 80. Dans les années 80 d'ailleurs, j'avais fait un petit jeu qui s'appelait Popcorn, qui était un clone d'Arcanoid sur PC 15-12 d'Amstrad, un CGA 4 couleurs, 320-200, une autre époque. Et donc ce programme a fait le tour du monde et est tombé à Infogrames. Chez Laurent Salveron d'ailleurs, à qui plus tard on a fait Little Big Adventure, c'est une autre histoire, on n'a pas tout faire là. Et donc Infogrames, ils ont dit mais il nous faut ces gars-là. Donc je me suis retrouvé, c'est mon armée en 1989, fin 89 à Infogrames, et j'étais spécialisé dans tout ce qui était routine graphique, assembleur, etc. Pas venu pour faire mon propre jeu. Et il se trouve qu'en 90, il y avait un jeune auteur qui s'appelle Christophe de Dinechin, qui avait proposé un jeu à Infogrames qui s'appelait Alpha Waves, où c'était un système de cubes. J'ai pas de vidéo de Alpha Waves.
C'était un système de mobile, en gros, qui rebondissait comme ça sur des cubes avec 15 polygones en tout sur l'écran. Mais c'était le début des jeux en 3D sur Atari, comme il y avait des Stargliders, comme il y avait des Elite qui étaient déjà en 3D, je ne sais plus. Et donc du coup, moi je connaissais pas la 3D, et donc voilà, pendant 6 mois, j'ai fait la conversion sur PC de ce jeu qui était écrit entièrement en assembleur. Sur PC, comme j'étais le spécialiste de l'assembleur, c'est moi qui ai fait cette conversion, et j'ai passé 6 mois le jeu se passait dans un cube, comme ça en 3D, enfermé dans ce cube en 3D. Et donc à apprendre, j'ai eu la chance en plus que Christophe de Dumechin soit juste un excellent matheux, et donc vraiment j'ai appris la 3D par la bonne manière en plus. Et voilà, directement grâce à lui, mais quand on discutait des routines et tout, comment ça marchait, etc. C'était très bien pensé. Et je me disais, quand je faisais cette conversion dans ce cube, tout était assez statique à l'intérieur, il y avait des déplacements, mais il n'y avait pas encore le système justement d'animation. Et en force d'être dans ce cube-là, je me disais, mais quand même, il y a quelque chose à faire avec la 3D. C'était en 91, les jeux 3D c'était très expérimental, il y en avait déjà quelques-uns, mais voilà, c'était vraiment les balbutiements, et surtout il n'y avait pas d'animation 3D en temps réel. Et là un jour, ça s'est d'un seul coup tout assemblé, je me suis dit, oula, mais avec la 3D on va pouvoir faire des articulations, avec des interpolations, parce que ce qu'il faut voir c'est qu'aussi les graines de cette idée-là, c'est que les machines à l'époque, bon, c'est toujours le cas sur les PC, les vitesses sont extrêmement différentes d'un PC à l'autre. À l'époque, c'était encore plus vrai. C'était le début du 286 à 12 MHz. Pendant cette année-là, il y a eu 386 à 33 MHz. C'était de la folie, ça allait 2 fois plus vite. Et en gros, un des problèmes qu'on avait sur les PC de cette époque-là, c'était donc cette disparité de vitesse, et il fallait adapter les mouvements. Qui sont des techniques qui maintenant sont complètement maîtrisées, mais à ce moment-là, je me disais, bon, mais pour faire ce jeu-là, et que les animations puissent marcher, quelle que soit la vitesse de la machine, comment on fait pour qu'il y ait des animations qui suivent complètement, qui s'adaptent automatiquement à la vitesse. Et donc j'ai eu l'idée de ces interpolations qui s'adaptaient dans le temps, et de faire donc des personnages articulés. Puis d'un seul coup, ça s'est un peu tout assemblé comme ça dans ma tête, et je me suis dit, mais ça y est, je vais pouvoir faire des zombies en 3D. Et d'un seul coup, tous ces réunissent, ils ont envie de la 3D, sortir d'une maison, voilà. Et en fait, en un instant, clac, tout s'est complètement agrégé, voilà. Mais en fait, non, avant ça, justement, il y a eu pas mal d'étapes, parce qu'il faut voir donc qu'à l'époque, toujours, la 3D temps réel n'existait pas, il n'y avait pas 3DS Max, je dis d'ailleurs à l'époque, avant même il y a eu 3D Studio, tous ces logiciels de modélisation 3D, d'animation 3D n'existaient pas. Alors il existait des gros soft images et des Silicon Graphics pour faire les débuts des images de synthèse qui commençaient un peu à être pas très évolué encore, on était très loin de là où on est maintenant. Mais enfin, ils avaient quand même un cran d'avance sur nous, mais c'était un autre univers. En gros, on ne regardait pas les images de synthèse en s'imaginant que nous, on allait faire la même chose. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ce système-là, je crois que je n'ai même pas pensé à ce qu'ils faisaient en synthèse. J'avais jamais vu de logiciel professionnel de 3D. À l'époque, il y avait TOV, les plus anciens d'entre vous, Persistence of Vision, qui était un ray tracer où on mettait des fichiers texte, et puis ça faisait du ray trace, de sphères en miroir. On était très contents, il fallait un quart d'heure pour faire une image. Et donc il n'y avait pas de modeleur. Et là justement, donc, le premier challenge en 91, ça a été de se dire, bon ben ok, je vais faire mon jeu d'horreur avec des zombies, on est tout seul dans une maison, mais j'ai rien. J'ai un ordinateur avec un curseur qui clignote, et il va falloir faire maintenant des objets 3D, et des animations, etc. Donc là, le premier boulot en 91, qui est parti où je me suis jeté dedans, c'est comment on va modéliser et comment on va animer des personnages. Et donc tu as une petite vidéo qui voilà, tout à fait. Le logiciel de l'époque. Et donc justement, il a fallu donc commencer à faire. Alors je vais vous montrer, c'est le premier personnage qui a été fait, il est juste en fil de fer, c'est moi qui l'ai fait, c'était pas encore un graphiste, et je vous montrerai après la version graphiste. Et c'était le premier bonhomme que j'ai fait pour justement essayer cet outil. Donc vous allez le voir succinctement. Voilà, donc il était en EGA, 16 couleurs, 640-350, c'était la HD de l'époque, parce que pour un outil comme ça, il fallait le faire en HD. Et donc là, c'est un personnage, alors on pouvait faire des objets avec des polygones et tout, hein, mais là c'était mes premiers essais d'animation début 91, où il y avait déjà donc, une organisation de points. Avec des mouvements qui voilà, donc là, ça c'était la partie modélisation où on fabrique le personnage, et il y avait la partie en mode du jeu,
voilà, en 320 200, c'était le mode de jeu à l'époque où on pouvait du coup articuler son personnage et lui créer donc des animations. Donc ça c'est la toute première animation que j'ai faite à l'époque. Et ça sautait tout de suite sur après celle d'un graphiste, mais attention, hein, c'était Didier Chanfray, avec qui j'ai fait plus tard Little Big Adventure, et qui travaille aussi sur tout d'art avec nous en ce moment, un autre Survival Horror, j'en parlerai à la fin. Et donc là, il a commencé, et ça c'est son premier bonhomme en 3D, c'est-à-dire que les graphistes aussi découvraient cette technique-là, puisqu'il n'y avait pas d'outils. Avant, on travaillait en 2D, on faisait des sprites, on utilisait de l'Xpaint, et donc il fallait tout découvrir. Donc là, il est un peu mal foutu et moche. Hein. Le héros final dans le jeu, il y a eu plusieurs couches de passes successives dessus pour que ça ressemble à quelque chose, si on peut dire que ça ressemble à quelque chose. C'était il y a 25 ans quand même. Et oui, c'était il y a 25 ans. Et c'était les début, donc il fallait bien commencer par quelque chose. Donc voilà, on fait un bonhomme comme ça, je vais accélérer un petit peu. Après, justement, voilà, super, c'est des polygones, donc voilà, le mode jeu. Donc au passage, une petite anecdote qui est très très rigolote dans la construction de l'animation, c'est que là, vous voyez les personnages au début, ils avaient juste une boule comme ça pour la tête, parce que je voulais inventer un système de voxel, de je sais pas trop quoi, pour arriver à faire des têtes qui ressemblaient un peu à quelque chose. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, les bonhommes pour l'instant, c'est normal, ils ont tous une tête. Donc voilà, donc on est dans l'outil d'animation avec le système d'interpolation d'images. Donc voilà, alors c'est la course. Pour la petite anecdote aussi rigolote, vous voyez que c'est une course extrêmement réaliste. Donc c'était quand même la première animation quand même qui était faite en 3D temps réel. Hein, donc on peut passer un peu les balbutiements des graphistes qui découvraient, Didier qui découvrait complètement le système. Et pour la petite anecdote, la course, c'est moi qui lui ai montré, j'ai dit, Didier, dans le jeu il faut une course, mais une course dans une maison. Il me dit, mais comment on court dans une maison? Alors je cours autour du bureau, ça a un programme, et du coup il a fait cette animation qui est en fait restée un moment avant qu'elle soit mise un peu plus réaliste entre guillemets dans le jeu, mais voilà, ça faisait bien faire tout le monde parce que c'est moi qui suis censé courir comme ça. Mais parce que c'est vrai en plus. Donc là justement je vous montre comment il y avait le système d'articulation et on pouvait pour la première fois avoir au lieu d'avoir des sprites avec chacune des images dessinées dans tous les sens, là en 3D on pouvait non seulement afficher des trucs qui tournaient sur eux-mêmes dans tous les sens, mais en plus les articuler, ce qui fait que les animations devenaient automatiquement adaptables à la vitesse, visualisables à 360 degrés et qui prenaient 3 fois rien en place. En plus, il faut voir aussi à l'époque les problèmes de place. Le PC n'avait que 640 kg de mémoire, on ne pouvait même pas avoir accès à tout. Donc il y avait des contraintes de tout, en place, en son, en plein de choses. Donc voilà, je vous montre la ligne qui est légèrement modifiée. Et après, quand on refait jouer, donc la ligne est plus du tout, mais voilà, on voit le système qui s'adapte automatiquement au personnage. Voilà, la vitesse. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie technique de cet affichage, mais c'est très très important parce qu'en fait, donc voilà, comme l'idée, la question, tu vois, c'est bien, c'était une question. La question était comment t'es venue l'idée, et donc l'idée m'est venue, mais voilà, par la techno, par les films, par tout ça, et par cette envie de construire quelque chose qui n'existait pas et d'essayer une nouvelle façon de représenter les jeux sans imaginer 2 secondes que maintenant tous les jeux ressembleraient à ça. On n'y pensait pas 2 secondes. Moi j'étais très content d'avoir mes envies en 3D, c'est tout. J'ai fabriqué mes jouets, c'est un peu ça. Quand on est créateur de jeux et programmeur de jeux, en même temps on fabrique ses propres jouets. Et donc là, voilà, ça a été du boulot. Franchement, il a fallu un an pour l'outil. Mais donc voilà, ça a été l'amalgame de beaucoup d'envie, de techno et aussi de jeux publiés directement. Qui est sur l'Europe, qui est le premier à être sorti donc chez nous, et les Chinois se sont inspirés après pour les Resident Evil et les jeux comme ça de ce jeu-là. Alors oui, l'histoire Resident Evil est quelque chose d'assez tragique et extrêmement agréable finalement, et ça je suis bien content. Ça en gros 2 ans après, là c'était quand ils sont sortis en novembre 92. Vous verrez aussi des petits prototypes d'avant pour voir que c'était moche à la fin, mais c'était encore plus moche avant. Et non, je dis c'était moche à la fin, c'était de l'ultra réalisme à l'époque, quand on voyait ça, c'était waouh, 3D, c'était du photoréalisme.
Donc, oui, on n'est pas, c'est tout à fait. Et donc voilà, Resident Evil qui sort en 94, je crois, ou 95, juste après la PlayStation 1, qui faisait de la 3D du coup, et effectivement le jeu avait le même système de caméra, d'angle de vue, le même système d'animation, et puis surtout les mêmes énigmes dans le jeu, les mêmes. C'était des chiens qui rentraient par la fenêtre, moi c'était un peu les zombies, mais bon, ça rentrait par la fenêtre. D'ailleurs, l'oiseau qui rentre, le tout premier prototype de septembre 91, qui ressemble, il y avait encore le bonhomme en fil de fer, il y avait déjà un oiseau qui rentrait par la fenêtre. Enfin bref, donc il y aura une horloge à pousser avec un truc à récupérer derrière, même carrément les mêmes énigmes. Mais bon, il se trouve qu'à la fin de Alone in the Dark, on a quitté un programme avec une grosse partie de l'équipe, on était 7 pour le faire, on est parti à 4 fondé Advin Software pour une bonne voiture, mais c'est une autre histoire. On va voir juste après la conférence, et ben voilà. on va en discuter. Et donc, il y a Resident Evil qui sort, j'étais plus à un programme, et je vois ce jeu-là, c'est une pompe complète. Comme je connaissais encore beaucoup de genres de programmes, j'ai entendu dire qu'effectivement, les patrons d'Infocom n'étaient pas contents du coup, et qu'il y avait des histoires avec Capcom, et que quelques temps après, non, il n'y avait plus d'histoire avec Capcom. Voilà. Oui, et non, ça y est, non, personne, non, il n'y avait pas de problème avec Resident Evil, etc. Et Shinji Mikami prétendait à l'époque, publiquement, dans la presse, etc., qu'il n'avait jamais vu Alone in the Dark, et que voilà, c'était une coïncidence. Et donc succès absolument énorme parce que la PlayStation a été vraiment le début de la démocratisation des jeux des jeux en 3D, puisque la console était 3D. Il y a eu la Saturn avant, la Jaguar, etc. Mais bon, le vrai départ grand public de tout ça, c'était la PlayStation 1. Et donc là, ça fait très très mal. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché une quelconque reconnaissance parce que quand on fait des jeux, je vois, on en parlait avec Paul, on en parlera tout à l'heure, Paul Cuisset, qui fait des jeux comme moi, sur les mêmes machines que moi, depuis le même nombre d'années que moi. Et on a un peu toute cette mentalité, on aurait été chanteur si on avait voulu être sur scène. Bon, ceci dit, j'y suis maintenant, mais bon. Une chanson. Et donc, ouais, voilà, j'étais par contre, voilà, je ne cherchais pas la gloire et la reconnaissance. Ce qui comptait, c'était que les jeux plaisent et que les gens aiment jouer au jeu. Mais l'inverse, c'est quelque chose de très très dur à vivre. C'est-à-dire qu'en gros, officiellement de Capcom et de Mikami, on n'a jamais vu Alone in the Dark. Là, on se dit quand même que c'est pas sympa. Et tu l'as déjà croisé en fait, non, je l'ai jamais rencontré, mais maintenant je le fais avec plaisir parce que justement, donc maintenant nous sommes en 2015. Et depuis quelques mois seulement, monsieur Shinji Mikami, qui était sous contrat avec Capcom depuis quelques années, n'est plus sous contrat avec Capcom. Et il a voulu rétablir une certaine vérité pour mon plus grand bonheur. Il a dit qu'il était sous contrat avec Capcom et il devait dire qu'effectivement, ça n'avait rien à voir avec Alone, qu'il ne le connaissait pas, alors qu'il est super fan, toute l'équipe était super fan, ils adoraient le jeu, ils l'ont tordu dans tous les sens, etc. Et voilà, et il voulait faire, et il a dit s'il n'y avait pas eu Alone, que Resident Evil aurait été juste un first-person shooter. Voilà. Ça, tu sais que ça vient. Et voilà, et alors ça, du coup, waouh, merci Shinji Mikami, on tarde de le rencontrer du coup maintenant. Parce que voilà, remettre les choses en place, ça fait vraiment juste du bien, parce que c'était évident, mais quand même, de savoir qui traînait ça, c'était pas super agréable. D'accord, donc on va rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux images de 92 et 91 que tu avais, les toutes premières vidéos du jeu. Donc, en septembre 91, il n'y avait pas encore d'équipe de constituée, parce qu'il y a aussi Alone a aussi une histoire aussi au sein d'un programme qui est assez terrible, parce que en fait, quand je leur ai expliqué ce que je voulais faire, ils n'y croyaient pas 2 secondes et ils ne voulaient pas que je le fasse. Ce qui fait qu'en fait, l'outil a été fait pendant 1 an de boulot avant 1 an de production du jeu. Toute cette année de l'outil, il a été fait en partie chez moi, le soir, la nuit, et chaque fois que j'avais fini le boulot que devait faire Infogrames, je bossais sur l'outil, mais c'était absolument pas officiel. Et du coup, pour essayer de démontrer le potentiel de ça, donc il faut toujours remettre dans le contexte de l'époque, la démo qui a été montrée était voilà, celle-ci avec les toutes 4 premières salles. Alors il y a aussi quelque chose qui est très très important à savoir, c'est comment les décors étaient faits. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'animateur de modeler pour la 3D temps réel, mais il n'y en avait pas non plus le 3D Studio pour faire des rendus de décors. C'est ce que Resident Evil a utilisé après parce que le 3D Studio est sorti entre temps. Mais donc là, tous les dessins étaient complètement faits à la main. Donc là, ce qu'on voit, c'est les 4 premières images
de l'homme, parce que comme j'étais donc tout seul avec mon petit projet, j'avais besoin d'images pour ma démo, donc c'est toujours mon bonhomme absolument magnifique que l'on voit. Mais les dessins, par contre, ont été vraiment les 4 premiers dessins d'images, parce que je cherchais quelqu'un qui avait vraiment envie, qui était passionné, pas quelqu'un. C'est quand même fou, parce que remis dans le contexte de l'époque, c'était 30 personnes à un programme, tout le monde était juste ultra passionné dans ce métier. Pour faire ce métier à cette époque-là, où c'était déjà mal de faire des jeux vidéo, il fallait vraiment être passionné. Mais c'est pas grave, je voulais un passionné encore plus passionné. Et du coup, j'ai fait, les décors étaient faits, j'ai fait un petit programme où on construisait les décors juste avec des fils de fer, ce qu'on appelle des lignes blanches, qui fabriquaient juste les collisions, c'est-à-dire des formes, des murs, des meubles, et ça on se retrouvait avec une image en 300 mètres de ça, avec des traits blancs comme le bonhomme là, qui dessinait les formes du lit, les formes des murs, et je shootais les positions des caméras sur un écran, et après, avec de l'Ux-Paint, c'était de l'Ux-Paint sur PC à l'époque, qui servait à faire les images, et on coloriait en gros, on dessinait les images, pour avoir du coup après une impression de, c'était une photo, entre guillemets. Et donc j'ai fait cette disquette avec ces 4 images, j'ai donné à tous les graphistes d'un programme, il y avait 6 ou 7 graphistes, et en disant, voilà, essayez si ça vous intéresse de travailler là-dessus et tout avec moi. En fait, j'ai eu deux réponses, une qui n'allait pas du tout, et une qui était comme ça, qui disait, bon, mais effectivement, c'est pas mal. D'ailleurs, la personne qui a fait ça dans la pièce, elle s'appelle Lia, elle aussi. Et c'est aussi devenu la mère de mes enfants, après, au passage. Et ah oui, parce que travailler sur un jeu, c'est plus qu'une vie, c'est un sardos, il faut... donc voilà, mais là on le voit bien, d'ailleurs voilà les décors quand ils ne sont pas coloriés, c'était ça. Et à partir de ça, voilà, il fallait tout colorier pour refaire des prises de vue. Ah, on a raté un petit truc sur ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je parle... c'est voilà, juste là, quand il va rentrer dans la pièce, vraiment dans la pièce. Passer avant. Ah oui, voilà, juste... Et donc voilà, le premier oiseau qui rentre comme Hitchcock en cassant la fenêtre en 1991, avant les chiens de Resident Evil. Oui, qui est exactement la même chose, il a dit. Ouais, mais bon, en même temps, voilà, c'est quand même les oiseaux de Hitchcock. Qui fait ça, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est avancé. Tout à fait. Mais c'est plein de détails, après, j'en ai vu tellement de films que je ne pourrais pas tous les nommer. Mais je les ai vus tous du rayon, quoi. Donc, je ne sais pas combien de centaines de films de ce genre pouvait y avoir, peut-être par centaines, des dizaines. Donc, je disais oui, et donc les images étaient dessinées à la main, et donc ça a été Yael qui a commencé à travailler sur ce proto, qui a servi à montrer à programme en disant, regardez, voilà ce que je veux faire. Et effectivement, là, ils ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose. Le bonhomme était plus top, mais bon, c'était très 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 nouveau. C'était vraiment quelque chose de tellement différent de tout ce qu'il y avait qu'on a démarré et qu'on a commencé à être une vraie équipe en interne. C'était un triple A à l'époque, on était 7, le plus gros de la production, on était 7 en tout dessus, et c'était les titres de l'époque, les triple A étaient de cette ampleur-là. Donc je vais vous montrer après la vidéo. Oui, tu dois avoir la vidéo de 92, c'est ça, tu m'as dit. Une étape intermédiaire justement, parce que là on est en septembre 91, c'est le tout début. Et après, en janvier, et là, 3 mois plus tard, avec donc, puisqu'il y avait une petite équipe, avec donc Didier qui commençait à faire les animations, le premier poulet zombie avant de faire un bonhomme zombie. Et donc voilà, les premiers tests, le grenier, qui est la première pièce que l'on voit dans le jeu, on commence à cet endroit-là, avec la super course extrêmement naturelle. Avec le mouvement de caméra que tu avais déjà aussi... Voilà, alors donc voilà, c'était... alors ce qu'il faut bien savoir, là, pour justement ces histoires de mouvement de caméra qui ont été repris après, alors justement, c'est pas le meilleur exemple celle-ci, mais ce sont plutôt ce genre de caméra. En fait, il y a eu beaucoup de questions justement comment on plaçait les caméras. Ça, c'est un sujet qui continue d'être d'actualité. On sait toujours à comment on place, parce qu'on filme pas le jeu, on filme un film. Parce que dans un film, on ne contrôle pas le personnage, donc il peut y avoir des plans où il ne peut pas, des choses comme ça. Dans un jeu, si on ne montre pas le personnage, c'est un peu difficile pour jouer. Donc déjà, ça change radicalement tout ce qui peut se passer. Et surtout, les contraintes, elles sont très vite apparues, et c'est la première des bons où il y avait justement des caméras un peu bizarres, épanchées, etc., qui ont permis de comprendre comment on devait les positionner, parce qu'on n'était justement pas en train de faire un film. Ça tombait bien, j'ai jamais considéré que faire des jeux c'était faire des films. Pour moi, c'est vraiment une discipline. Alors, à l'époque, c'est sûr que c'était très clair, mais maintenant où les outils et les images sont les mêmes, ça reste quand même une discipline particulière. On ne filme pas quelqu'un en courant derrière avec une caméra derrière la tête dans un film en permanence.
Et du coup, là, il y avait comment on faisait avec ces caméras fixes pour bien filmer. En fait, la plus grosse conclusion, la plus importante, c'était qu'il fallait que l'on puisse, donc bien sûr, couvrir toute la pièce complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit qui ne soit pas couvert par une caméra. Si le joueur pouvait y aller, il fallait qu'une caméra le voie, mais elle ne voit pas seulement juste le personnage, qu'elle voit le sol. Parce qu'en fait, quand on se déplace dans le jeu, on regarde le sol. Et donc, il fallait que toujours les caméras montrent du sol là où on peut aller par rapport à là où on est. Il y avait des zones de couverture qui faisaient qu'automatiquement elles étaient choisies. Mais quand le personnage se trouvait dans une zone couverte par plusieurs caméras, c'était la caméra qui était toujours derrière lui qui était choisie. Parce que pour essayer d'éviter les champs contre champs ou des choses comme ça très, très perturbantes. Des fois, souvent ça arrive parce qu'il n'y avait pas de caméra correspondante. Mais sinon, quand il y en avait plusieurs, c'était vraiment mettre la caméra derrière pour que le joueur ait une étendue devant lui pour savoir où il va aller, comment il joue. Donc vraiment tous les contraintes de placement. Ça c'est un premier test aussi parce que je voulais qu'il y ait un personnage féminin. Les personnes sont très moches parce que justement là, ça a été aussi une réalisation, on s'est dit. Mais les animations, du coup, on peut les mettre sur plein de personnages différents et elles vont fonctionner. Malheureusement, avec le genre de système d'animation que j'avais à ce moment-là, c'était pas possible. C'est ça qu'elle allait jouer pour n'importe quoi. Parce que quand les personnages n'avaient pas les mêmes proportions, mon système ne s'adaptait pas du tout à des proportions différentes. C'est d'autres techniques après qu'on a découvrir plus tard. Et donc voilà, les caméras, c'était vraiment, elles étaient positionnées au service du jeu. Vraiment pour que le joueur essaye d'être perdu le moins souvent possible. Vous oubliez ça dans certains jeux, à notre époque encore. Dans certains jeux, il y a souvent des soucis de caméra où on voit plus le personnage. Ah mais c'est jamais facile parce qu'une caméra virtuelle flottante derrière, avec le temps on tourne dans les décors, il faut la positionner, pour aller dans le mur, il faut la mettre ailleurs, etc. C'est compliqué. Alors c'est pour ça que les jeux, les first-person shooters sont beaucoup plus faciles à faire. Il y a d'autres problématiques de caméra, parce que voilà, comme on est en vue des yeux, du coup on n'a plus de problème de la caméra, elle est à la place du joueur, on n'a pas de problème d'aller dans les murs, et dans le plafond, etc. Ça a été les gros soucis de la PlayStation, c'était les caméras, quand ils ont commencé à faire des jeux en 3D. Ah ben c'est ce qu'on a tous découvert, nous on l'a découvert là, et après tous ceux qui sont arrivés aux jeux en 3D ont découvert d'un seul coup. Paul Cuissé racontait hier à la conférence quand il a fait Fade to Black, qui était la suite de Flashback en 3D, et il voulait que personne ne monte. Enfin, il y avait plein de contraintes mais voilà, comment on a fait pour réporter pour les gameplays que l'on connaissait en 2D et qu'ils soient toujours aussi efficaces en 3D. Parce que après, la 3D n'apporte pas toujours la solution ultime. Donc là, nous, on voulait tous faire de la 3D parce que c'était des geeks technophiles. Mais c'est pas toujours forcément la bonne solution à une représentation pour un jeu. Donc qu'est-ce que tu as encore comme petite surprise à nous montrer